Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision, mais d'abord le sommaire. La série de manifestations anti-rwandaises se poursuit sans désemparer. Aujourd'hui c'était le tour du nouvel élan d'Adolphe Muzito qui était en sit-in à l'ambassade du Rwanda. Le chef de l'État a limogé 4 officiers des FARDC. L'ordonnance y afférente a été lue ce jeudi sur la RTNC. Les services de télécommunications vont augmenter leurs tarifs pour rémunérer les prestations de la RPTC, s'inquiète l'AFED des allégations que rejette l'autorité de régulation des postes et de télécommunications du Congo. C'est quoi le M23? D'où vient-il? Quelles sont ses revendications? Éléments à suivre dans le dossier de la rédaction juste après ce jour. Encore une fois de plus, bienvenue. Des manifestations anti-Rwanda se multiplient à travers le pays pour dénoncer leur soutien au M23. Ce jeudi, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito était en sit-in devant l'ambassade du Rwanda dans la commune de la Gombe pour exprimer sa désapprobation contre la guerre imposée par Kigali au FARDC. Reportage Richard Kabeya et Absalom Koubelana. Voilà qui résume la volonté de cette foule immense constituée des cadres et sympathisants du Nouvel Élan avec sur la première ligne son secrétaire général Blanchard Mongomba. Volonté également exprimée sur cette bandérole. Cette déclaration prouve à suffisance comment ils sont révoltés sur l'affaire Rwanda. Suite à la recrudescence d'actes de violence menés par des groupes terroristes d'essence rwandaise, oblige ce jour le Nouvel Élan à prendre position en mettant une fois encore le gouvernement de la République démocratique du Congo face à ses responsabilités concernant les menaces explicites de M. Paul Kagame de continuer à porter atteinte à la sécurité des Congolais. D'autres manifestants n'ont pas également manqué de s'exprimer. Si Karega continue à se cacher ou à faire la tête dure de passer outre la volonté populaire, nous serons ici tous les jours. La communauté internationale est complice avec les Rwandais qui sont en train de nous massacrer. Les FARDC sont frappés fort, qu'elle ne recule pas, c'est maintenant question de patriotisme. Au demeurant, ce sit-in n'a pas connu de pertes en vies humaines ni de dégâts matériels car encadré par la police partant de l'ambassade du Rwanda jusqu'au point des chutes à la gare centrale. Et puis contrairement à ce qui a été annoncé hier, la population du Sud Kivu, principalement de Bukavu, n'a pas franchi la frontière avec le Rwanda. C'est ce qu'a annoncé à FM Télévision le président du bureau de coordination de la société civile, Adrien Zawadi, renseigne qu'ils ont été bloqués de justesse à la frontière de Ruzizi 2. Il est au téléphone de votre rédaction. Il y a eu, comme vous savez, une marche de soutien FARDC hier dans la ville de Bukavu, qui a eu comme point de chute le gouvernement provincial, organisé par la nouvelle dynamique de la société civile et quelques mouvements citoyens. Et à l'issue de la marche, quelques motards ont pris la direction de la frontière Ruzizi 2. Et ils avaient l'ambition de traverser, d'aller vers le Rwanda pour lancer un message de ras-le-bol. Mais ils n'ont pas dépassé la frontière, contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Mais ils sont allés jusqu'à la frontière et ils voulaient vraiment aller jusqu'au Rwanda pour lancer un message une expression de ras-le-bol. Mais qu'est-ce que la population voulait exactement? Est-ce que c'est aussi demander la rupture diplomatique entre Kigali et Kinshasa, comme cela se disait? Oui, déjà nous avons fait une communication pour dire que nous saluons les mesures déjà qui ont été prises par notre gouvernement, mais qu'il fallait que le gouvernement aille plus loin, c'est-à-dire rompre les relations diplomatiques avec Kigali, mais aussi fermer nos frontières parce que on fait croire abusivement que le Congo qui dépend du Rwanda économiquement, mais c'est l'inverse, c'est le Rwanda qui dépend du Congo économiquement. Et donc, pour exprimer notre désaccord avec l'agression rwandaise, nous avons suggéré et nous demandons au gouvernement congolais de fermer nos frontières jusqu'à nouvel ordre.
Et la rencontre entre Efba Zaïba et Vincent Karega n'a pas convergé des points de vue au sein de la population quinoise. Si certains pensent que la mise en garde faite contre le Rwanda est suffisante, d'autres estiment qu'il fallait pousser le bouchon un peu plus loin. On les écoute au micro de Richard Kabeya et Plamedi Tondo. Moi, je soutiens cette mise en garde. C'est bon parce que nos frères périssent beaucoup innocemment pour qu'ils volent nos richesses d'ici pour les amener chez eux. Je soutiens le gouvernement congolais puisqu'on est la RDC. Nos frères ont beaucoup souffert avec la guerre. Nous avons des images, ils périssent matin soir. Il y a de cela une vingtaine d'années, les Rwandais entrent dans nos territoires, ils tuent en cascade. Toujours azoboma alingaki asukaka na ambassadeur te. Elle ne pouvait pas se limiter seulement avec l'ambassadeur. Elle aurait dû aller jusqu'à son chef, Kagame, parce qu'il n'aime pas que la paix règne dans l'est de la RDC. Le Dieu qui a créé l'univers a placé chaque pays dans ses limites. Comme Kagame avec son ambassadeur Karega ne veulent pas respecter nos limites, pour nous les peuples congolais tels que nous sommes ici, s'il faut mourir pour que Kagame récupère la RDC, eh bien ça sera fait ainsi. S'il faut Kagame a récupéré Congo, récupérer. Pour moi, il n'y a pas de temps pour négocier. Si ça ne dépendait que de moi, que l'État dispose des avions gratuits, nous les Quinois qui sommes ici et d'autres dans différentes provinces, on va entrer là-bas au Rwanda. S'il faut qu'ils nous tuent avec les armes, nous entrerons et récupérer ce pays-là. Et puis je rappelle que le dossier de la rédaction, c'est à suivre juste après ce journal. Nous faisons un zoom sur le M23. 4 officiers supérieurs des forces armées de la RDC ont été limogés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette décision est intervenue ce jeudi 2 juin. Annie Akoulé. Dans une ordonnance du 26 mai, l'UCG dit sur les antennes de la RTNC, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a révoqué ses officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo sans en communiquer les raisons éventuelles. Il s'agit du lieutenant-colonel Kibibi Moutsouare, major Sido Bizimungu alias America, major Aruna Bovik et major Mundande Kitambala. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Rugemba est chargé d'exécuter cette ordonnance. Notons que le président Tshisekedi a pris cette décision sur proposition du gouvernement Sama Lukonde après avoir entendu les conseils supérieurs de la défense. On prend la direction de la province du Tanganyika où l'armée congolaise a libéré 38 personnes otages de la milice Toa mercredi dernier. Les faits se sont déroulés au sud de Kalemi. On en parle avec Monica Makaba. J'étais en train de dire qu'on prend la direction de la province du Tanganyika où l'armée congolaise a libéré 38 personnes otages de la milice Toa mercredi dernier. Les faits se sont déroulés au sud de Kalemi. On en parle dans ce commentaire que nous propose Monica Makaba. Lors de ces offensives militaires menées du 30 au 31 mai 2022, l'armée congolaise dit avoir délogé les miliciens dans plusieurs villages, dont Katibili-Katingé, Mala et Moussébi. Les militaires sont passés sans tarder à l'offensive. Ils ont attaqué Mala, Moussébi et Katongi. Ces localités sont reprises par les FARDC. On a retrouvé beaucoup d'otages. 38 au total, dont 5 femmes et un bébé. On a retrouvé aussi les effets militaires tels que les Bézas. Il y avait beaucoup de flèches aussi comme d'habitude. La population est totalement libre de ce côté-là, à partir de Mala, Moussébi, Katongi et autres, affirme le capitaine Carlos Kalume, porte-parole de l'armée dans la région du Tanganyika. À en croire l'armée, ces opérations qui s'inscrivent dans le cadre des opérations, je cite, Usalama, en cours dans les régions, sont intervenues quelques jours après l'attaque et l'occupation des miliciens Toa dans les localités précitées. Dans cette même perspective, l'armée a aussi lancé des offensives contre les groupes armés, je cite Fibonafibo. Leurs chefs et d'autres miliciens sont en débandade. Ils ont essuyé encore l'attaque des FARDC. Bitoto, entendait chef rebelle, a pris la poudre d'escampette, a précisé le capitaine Carlos Kalume à Radio Kapi. Ici est de rappeler que dans les milieux sous contrôle des FARDC, les populations sont de retour et assurent l'armée vaquent librement à leurs activités régulières.
Et puis en bref, Matata Ponyo et consorts sont convoqués le 13 juin prochain devant la Cour de cassation. C'est ce que dit une citation à prévenu consultée par votre rédaction, dont le motif n'a pas été révélé cependant. Vous le savez, la Cour constitutionnelle qui devrait instruire le dossier Bukanganonzo dans lequel est incriminé Matata Ponyo s'était déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre. La Haute Cour avait donc opté de retransmettre le dossier vers la Cour de cassation. Nous y reviendrons. Procès François Béat et consorts, tout démarre ce vendredi 3 juin à la cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Tout se passera donc en audience foraine. Les détails, c'est avec Ania Kouli. C'est ce qui renseigne une citation prévenue que le greffier de cette juridiction a adressée au brigadier Tonton Toadi Sekele, rendu public le mardi. Ce dernier est accusé de participation criminelle dans un complot contre le chef de l'État. La citation a prévenu souligne que le fait à charge qui rentre dans le cadre de ces complots couvre la période du 2020 au 4 février 2022 dernier. Elle soutient que les brigadiers Toadi Sekele agit de concert avec les nommés François Béat Songo, Vandano Abiamagi, Sika Patit Mokili David, Tambwe Maoua Lili et Kalenga Pierre. En quoi cet acte de procédure, la résolution de commettre ces sales besognes, selon les termes du document, s'est cristallisée dans un message vocal envoyé au lieutenant-colonel Kalenga Pierre, intercepté pendant les services de sécurité. Rappelons que François B a été arrêté à son domicile le 5 février dernier, alors que le président Tshisekedi s'est trouvé au sommet de l'Union africaine, où il remettait la présidence de l'institution qu'il avait occupée pendant un an à son successeur, le Sénégalais Macky Sall. Il faut s'attendre à une augmentation des services des sociétés de télécommunications dans les prochains jours. Ceci fera suite à des taxes leur instaurées par le gouvernement congolais pour rémunérer les prestations de l'autorité de régulation des postes et de télécommunications congolaise, ARPTC, une situation que dénonce la Fédération des entreprises du Congo. Commentaire. C'est contre leur volonté que les opérateurs des sociétés de télécommunications devront hausser les tarifs de leurs services sur lesquels le gouvernement a décidé d'appliquer certaines nouvelles charges. Selon un communiqué de la Fédération des entreprises du Congo rendu public mercredi, les opérateurs sont obligés également de retirer certaines offres généreuses de certains services accordés aux consommateurs, dont Facebook Flex, qui fait déjà grincer des dents. Ces nouvelles charges, note le patronat congolais, généreraient plusieurs centaines de millions de dollars américains en rémunération de certaines prestations de cette institution qui sont déjà prises en charge pour certaines d'entre elles. La FEC ne digère pas cette mesure qui alourdit inutilement les charges des ménages déjà frappés par la cherté de la vie, mais aussi la pression fiscale chez les télécoms évaluée à 34%. Il s'agit donc, selon la FEC, d'une mesure qui vise à repousser les investisseurs tant recherchés d'ailleurs par le pays, d'où son appel aux autorités de créer un environnement légal, réglementaire et fiscal sain qui devra au moins conserver les investisseurs déjà évoluant au pays, à défaut d'en trouver d'autres. On se rappelle qu'il y a quelques 2 mois, les prestations de ces services de l'ARPTC étaient rémunérées par le registre des appareils mobiles qui a été supprimé suite notamment à la clameur publique. Et puis, il faut noter que la RPTC a rejeté en bloc toutes ces allégations soutenues par la FEC. Quel protocole sanitaire pour guérir la RDC de l'épidémie de hausse de prix de denrées de première nécessité? La situation est de plus en plus critique sur les marchés. À Kinshasa, par exemple, au marché Gambela, des vendeuses interrogées par Monica Makaba n'en peuvent plus de cette hausse et on appelle à l'intervention des autorités compétentes. On les écoute dans ces propos traduits par Esther Siamouni.
La difficulté que nous rencontrons, c'est le problème des transports. Là-bas, nous pouvons acheter au prix bas, mais pour amener le marchandise jusqu'ici, c'est difficile. C'est pourquoi le prix des bananes plantées ont flambé. Le prix des produits ont vraiment flambé. Comme Elengi que je vends, le prix hausse tous les jours. On achetait des cartons à $20, mais aujourd'hui c'est à $45. Les cartons de Jumbo Simple s'achetaient à $42. Aujourd'hui, ils coûtent $48. Le prix hausse presque chaque jour. La fois passée, j'ai acheté les haricots à 1800 francs. Je reviens pour acheter, je le trouve à 2200 francs. Ce que j'avais acheté à 2200 francs, je l'ai trouvé à 2500 francs. Je suis obligé d'ajouter l'argent. Et mon argent de transport, et celui des porteurs, et les sachets, parce que même les sachets coûtent cher. Dans tout, j'enregistre des pertes. Au lieu d'avancer, nous régressons. C'est pourquoi beaucoup ferment. Et puis, comment les parents subviennent-ils aux besoins de leur famille alors que la vie devient difficile du jour au lendemain? Voilà une autre question de fond à laquelle s'était interrogée hier la rédaction de FM Télévision en marge de la journée commémorative des parents. Ils ont répondu à cette question dans ce récit de Annie Akole et Absalom Koubelana. La vie devient de plus en plus intenable pour plusieurs ménages. Parents de son état, Jean peint un tableau sombre de la situation sociale de parents congolais. La vie est difficile à Kinshasa. Impossible de nourrir la famille sans avoir un petit commerce à côté. À Kinshasa, New Massina, certains dorment affamés. Ils se payent une petite quantité de légumes pour 2 jours. Si tu ne travailles pas, il faut chercher à ce que ta femme fasse un petit commerce pour scolariser les enfants. On veut qu'il y ait assez d'emplois au Congo. Ne vendant que des gaufres de yaourts pour nourrir sa famille, Brigitte est souvent confrontée à plusieurs difficultés. La vente est compliquée, on ne comprend rien. Comme les yaourts, il arrive que je ne vende que 4 000 francs par jour. Les gaufres 5 000 francs. Comment ferais-je? Si j'ai même 1 000 francs, je paye les légumes, je mange avec mes enfants et on clôture la journée. Malgré que la situation n'est pas rose, il y a de ceux qui maintiennent la tête haute, le cas de Bernadette. Mon mari travaille à Bukangalonzo, mais il est impayé depuis 12 mois. On survit seulement par mon petit commerce. Avec un bénéfice minime, je scolarise mes enfants. Alors que l'on commémore la journée mondiale des parents, ces derniers n'espèrent que mieux subvenir aux besoins de leur famille. Pour y arriver, il faut que les gouvernements ont créé des conditions. Et puis c'est déjà pour ce dimanche 5 juin que le FC Renaissance va affronter Don Bosco dans le cadre de la Vodacom Ligue 1 chez le club Orange. Toutes les batteries sont mises en marche pour remporter le match. C'est ce que justifie la rencontre ce soir entre l'un des cadres du FC Renaissance avec le président du comité sportif de ce club. En toile de fond, remettre une enveloppe pouvant aider l'équipe pendant ce processus de préparation de ce match que les hommes de Maître Malo Billy Cléophas veulent remporter coûte que coûte. Je vous propose de suivre Willy Kindembe, président des sectionnaires, à l'issue de cette entrevue. Merci na président Max Mayaka na apport nae en tant que mwana andaku na match toza na match dimanche le 5 touti kobeta match ya le 30 oyo ezalaki victoire mpona biso nyonso bana fibo tozwaki mpe apport na ye e asuki wana te mpona match ya le 5 aye mpe na apport mosusu oyo eza en espèce mbongo oyo kosunga biso na organisation ya bamatch oyo toza nango. Voilà rencontre tozalaki nango mpe visite surprise na koloba ya président Max Mayaka na installation ya fondation président ya installation ya fondation Malua oyo eza siège ya FC Renaissance du Congo. Bilembo yango donc baya ebele. Je sais que le 30 ebele bayeba quitter que championnat ezongi toyaki timidement. Mais les 5 baya ebele baya ko soutenir l'équipe na bango
ça fait 2 ans d'absence où to Kotaki Stade était. Et une bonne occasion pour renouer encore l'ambiance wana. Donc baya est belé et babo sanate ba couleur na biso. Maison Foura est déjà ouvert. Na croisement ya Kambela Lodge de place Maison Foureza pour que basomba bavarez na bango et bazala habillé na ba couleur na biso. Donc voilà le message oyo to pesa bango et va pousser l'équipe de Bango du début à la fin la victoire parce qu'il faut gagner Matuana. Voilà, c'était là Willy Kindembe, président sectionnaire à l'issue de cette entrevue. Je vous rappelle également que l'émission FIBO Nouvelle Vision s'y à suivre déjà à 20h. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Place à présent au rappel des titres. La série de manifestations anti-rwandaises se poursuit sans désemparer. Aujourd'hui, c'était le tour du nouvel élan d'Adolphe Muzito qui était en sit-in à l'ambassade du Rwanda. Le chef de l'État a limogé 4 officiers des FARDC. L'ordonnance y afférente a été lue ce jeudi sur la RTNC. Les services de télécommunications vont augmenter leurs tarifs pour rémunérer les prestations de la RPTC, s'inquiète l'AFEP des allégations que rejette l'autorité de régulation des postes et de télécommunications du Congo. C'est quoi le M23? D'où vient-il? Quelles sont ses revendications? Éléments à suivre dans le dossier de la rédaction juste après ce jour. Et voilà, c'est complètement fini pour cette grande édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle encore, comme l'a dit le rappel des titres, le dossier de la rédaction, c'est à suivre juste après moi. Restez avec nous. Rebelle Congrès national pour la défense du peuple SNDP, le mouvement du 23 mars, appelé autrement M23, est né en 2012 à la suite de la guerre du Kivu. Mais voilà comment tout a commencé. C'était en 2009, après l'arrestation du général Laurent Kunda en janvier. Un traité de paix était conclu le 23 mars entre le SNDP et le gouvernement de la RDC. Cet accord qui prévoyait la libération de prisonniers, la transformation du SNDP en parti politique, le retour des réfugiés se trouvant dans le pays limitrophe de la RDC et dont sont issus la grande majorité des rebelles, l'intégration des civils membres du SNDP au sein des institutions gouvernementales, ainsi que l'intégration des forces du SNDP dans l'armée congolaise. Certains ex-militaires membres du SNDP étaient soupçonnés d'abuser de leur position dans l'armée pour contrôler les trafics de minerais, ce qui avait conduit le gouvernement de la RDC à les muter dans d'autres régions du pays, chose que les ex-rebelles n'avaient pas appréciée, estimant que le gouvernement congolais n'a pas respecté les modalités des accords du 23 mars 2009 et ils se sont mutinés en avril 2012. Le 6 mai 2012, ces ex-membres du SNDP, le MITA, dirigé par le colonel Sultani Makenga, ont créé le mouvement du 23 mars ou M23 en référence à la date de l'accord. Mais selon un rapport des Nations Unies, c'est le Rwanda qui serait créateur et commandeur du groupe rebelle M23. Le 17 août 2012, le congrès du M23 a nommé Jean-Marie Runinga Lugero
comme président et le colonel Sultani Makenga comme chef du haut commandement militaire. En mars 2013, Bertrand Bissimois, ancien porte-parole de ces mouvements, remplace Jean-Marie Runinga et prend le bâton de commandement de M23. Mais pour certains observateurs, les véritables chefs du mouvement serait en fait le général Bosco Ntaganda. Pourtant, son rôle exact restait obscur. D'après Human Rights Watch, le membre du M23 serait responsable de crimes de guerre commis à grande échelle, y compris des exécutions sommaires de viols et des recrutements de force. Cette même source rapporte que certaines autorités rwandaises pourraient être considérées comme complices des crimes de guerre en raison de l'appui militaire continu qu'elle apporte aux forces du M23. En juillet 2012, le M23 contrôlait 2 villes de la RDC dont Bunagana et Rutshuru, où il y eut accrochage entre le M23 d'une part et le FARDC ou la MONUSCO de l'autre. Le 9 novembre, la RDC lance un ultimatum de 14 jours au M23 pour désarmer. Les combats reprennent dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma, tenu par les M23. Le 17 novembre, les M23 attaquent le FARDC dans les environs de Kibumba, Mbonga et Ruondo. Ils s'emparent de Kimbumba et se positionnent ensuite autour de Goma. À cet acte, le gouvernement congolais, par la déclaration de son porte-parole Lomer Mende, dit avoir vu clair qu'il n'y a pas de M23, que c'est les Rwandais qui agressent. Le 18 novembre, les M23 s'affirment s'agir d'une offensive des FARDC et exigent du gouvernement l'ouverture des négociations. Mais le même jour, le secrétaire général de l'ONU condamne fermement la reprise des hostilités par ces mouvements et le Conseil de sécurité de cette même organisation condamne lui aussi les attaques du M23 et exige leur arrêt. Le 20 novembre, le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité la résolution 2076 dans laquelle il exige le retrait immédiat du M23 de la ville de Goma. Mais le même jour, le M23 prend le contrôle de Goma. Le 21 novembre, la Cour pénale internationale CPI relance les dossiers de l'arrestation de Bosco Ntaganda et Sylvestre Mudakumura. Le même jour, Joseph Kabila, président de la RDC à l'époque, rencontre à Kampala ses homologues Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame de Rwanda. Ensemble, ils font une déclaration commune appelant le combattant du M23 à se retirer de la ville de Goma conquise à la veille. Mais ces derniers refusent et demandent de rencontrer Joseph Kabila et dialoguer. Le 22 novembre, la ville de Sake à l'ouest de Goma tombe sous le contrôle du M23. En fin octobre 2013, les forces congolaises sont appuyées par une offensive avec des moyens lourds. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise chasse les combattants du M23 des dernières positions qu'ils occupaient dans les montagnes du Nord Kivu, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Selon l'armée congolaise, cela a causé 292 morts dans les rangs du M23. Le 5 novembre, les M23 déclarent qu'elles déposent les armes et 2 jours plus tard, environ 1500 membres du M23 se rendent aux autorités de l'Ouganda. Après l'échec de l'élaboration d'un premier document commun sur un accord début novembre, la RDC et le M23 signent le 12 décembre à Nairobi un accord de paix qui confirme la dissolution du M23, définit les modalités de la démobilisation et conditionne à l'abandon de la violence la reconnaissance des droits de ses membres.
Et depuis novembre 2021, les combats ont repris entre le M23 et les forces congolaises. En mai 2022, il y eut l'ouverture du deuxième round des consultations Nairobi entre les experts, la présidence de la République de la RDC et le chef des miliciens locaux, parmi lesquels le chef du M23. Mais ces derniers continuaient à attaquer dans la partie est de la RDC au cours des pourparlers. Il a sur C été chassé des consultations. Il sied de savoir que le rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies montrait en détail que le M23 bénéficiait d'un soutien important militaire, financier et politique de la part de membres haut placés du gouvernement rwandais, y compris du ministre de la Défense et du chef d'état-major de la Défense du Rwanda. Mais le gouvernement rwandais a catégoriquement nié les allégations selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le M23.